Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir, ravi de vous retrouver. Nommé par le chef de l'État il y a quelques jours, quelques sous-préfets du nord-ouest et du sud-ouest voient leur installation traîner du fait du climat sécuritaire peu favorable. Plus on s'approche du 7 octobre, jour du scrutin présidentiel, plus la tension monte entre les belligérants. Le gouvernement vient donc de mettre à la disposition de chacune des autorités sur place pas moins de 40 éléments des forces de défense et de sécurité pour rendre possible la faisabilité des élections du 7 octobre dans ces arrondissements avec les menaces séparatistes. Au même moment, à Douala 5e, c'est un autre sous-préfet qui fait parler de lui en interdisant un meeting du parti Univers le jour de lancement de la campagne présidentielle. Madame, Monsieur, le fait du jour. Bienvenue une fois de plus sur le plateau Equinox ce soir. Pour en parler, je suis avec Georges Sémé. Bonsoir. Bonsoir à vous, M. Otto. Bonsoir à tous les inconditionnels de votre plateau. Voilà, vous êtes journaliste. Tout à fait. C'est bien cela. C'est ça. Ravi de vous retrouver une fois de plus. Merci, ce n'est pas la première fois que je prends part à votre émission. Oui. J'espère une fois de plus être aujourd'hui à la hauteur des attentes de nos téléspectateurs. Okay. Sur ce plateau également, Maurice Diongo. Bonsoir. Bonsoir Serge. Voilà, vous êtes enseignant, écrivain, spécialisé dans ce que vous appelez... L'approche par les compétences. L'approche par les compétences. En quelques mots? L'approche par les compétences, c'est le nouveau paradigme de l'enseignement que nous sommes en train d'implémenter dans l'enseignement au secondaire, au UNISEC. Donc c'est une autre façon de voir le monde. Nous, par exemple, nous allons voir pendant le débat ce que ça peut donner l'approche par la compétence dans les élections. Oui, je salue tous les chaudronniers, tous les maçons, tous les plombiers, tous ces amis-là. C'est pas ça le problème. Merci. Sur ce plateau également, Marlise Doualabel. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Honorable? Oui. J'ai oublié. Honorable Marlise Doualabel. Doualabel, voilà. Exactement. Député RDPC dans le Voury. Dans le Voury. Voury Centre. Voury Centre. Bienvenue sur le plateau. Je suis ravi d'être là. Psychologue aussi. Hein? Je reconnais beaucoup de gens. Oui, justement. Vous le connaissez Amankol. Amankol, bonsoir. Bonsoir Serge Alain Outou. Je dis bonsoir à tous les impondérables d'Equinox Télévision, une chaîne pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. Je voudrais rappeler que c'est la première fois que je viens sur votre plateau. Je fais un clin d'œil particulier aux équipes d'Equinox Télévision qui ont été on ne peut plus professionnelles dans ce fameux litige qui opposait le parti Univers à l'autorité administrative. Oui. Du début à la fin, eh bien, ils ont couvert l'événement, ils sont allés à l'après. Parce qu'une chose est de poser le problème, de dire à l'opinion, il y a une situation, là voici, mais il y a eu le suivi. Après même qu'il y ait eu le dénouement, ils ont continué. Quand je me souviens, à une époque un tout petit peu lointaine où j'étais journaliste, je trouve que c'est très professionnel d'agir de la sorte. Merci au nom de la rédaction, dirigée par Cédric Noufélé, Nana Paul Sabin. Voilà, vous êtes également le coordonnateur du pôle Action. J'ai pas pu retenir. Action de terrain. Coordonnateur national pôle Action de terrain. Ça veut dire quoi? Le parti Univers et son allié, le mouvement 11 millions de citoyens, ont une architecture qui diffère un peu de celle des autres. Oui. En réalité, les responsables sont les coordonnateurs. Oui. C'est pour ça que nous avons un coordonnateur national, le candidat du parti Univers, Cabral Libi. Oui. Nous avons un secrétaire général. Ensuite, nous avons une architecture constituée des coordonnateurs de pôle. Oui. Appelez ça comme vous voulez, les services, les directions. Mais chez nous, ce sont les pôles. Donc, vous avez un coordinateur de pôle action de terrain, c'est la responsabilité que j'occupe. Vous avez un coordinateur de pôle mobilisation, un coordinateur du pôle communication, un coordinateur du pôle diaspora. Donc, il y a des coordonnateurs comme cela. Il n'y a pas véritablement une échelle de hiérarchie. C'est un coordinateur national, un secrétaire général, mais après, nous nous considérons tous comme des camarades. Ce n'est pas parce que l'un est coordinateur national. D'ailleurs, il faut préciser que tous
les responsables à Univers 11 millions sont d'abord, c'est une condition sine qua non, membres des coordinations locales. Okay. Il faut appartenir d'abord à la cellule de base. Voilà, j'allais justement dire un peu comme au RDPC, c'est bien cela. Je ne pense pas. C'est bien ça. Ok. Je reste avec vous à mon col. Le dénouement, nous on l'a découvert ce matin à travers une note, on va l'appeler comme ça, le sous-préfet Douala 5e qui dit qu'il ne trouve pas d'inconvénient. Je reprends ce terme à la tenue de ce meeting. C'est exact. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'en arriver là? Écoutez, c'est une publicité qui vous a fait du bien. L'attitude du sous-préfet de Douala 5e, à la fois nous a fait beaucoup de mal, il faut le dire, parce que ça a contribué à cristalliser les attentions, à braquer les projecteurs sur nous. D'aucuns peuvent dire, d'accord, vous auriez pu faire contre mauvaise fortune, bon cœur. C'est ce qu'on a fait, mais il se trouve quand même que pendant 24 heures, il y avait quand même au sein de la population une certaine peur de ce qui se passait. Nous étions sereins. Donc, vous faites bien de vous étonner de ce que le sous-préfet, dans la note dans laquelle il se dédie, il faut dire qu'il signe un premier arrêté dans lequel il interdit la manifestation au prétexte, dit-il, que les responsables du site ont alors estimé que le site était indisponible. Alors, il faut bien qu'on se comprenne. Nous sommes allés vers les responsables du stade SICAM. Nous avons payé régulièrement pour l'allocation et l'occupation de ce stade dimanche entre 14h et 19h. Ils nous ont délivré copies, récépissés, qui montrent effectivement que nous sommes dans nos droits d'occuper. Combien vous avez payé? Je pense c'est important de savoir. Non, ce n'est pas si important que ça pour nous, parce qu'il faut protéger également les responsables du site. Rien n'indique que le montant de la location est le même à tout le monde. Donc, il ne faut pas que ça crée des précédents. Alors, ce que je voudrais vous montrer, ce que je voudrais vous montrer, c'est quoi? Si les propriétaires du site estiment alors qu'il y a un problème, je ne suis pas sûr que c'est à l'autorité administrative qu'ils vont aller s'adresser. Oui. C'est naturellement à nous, parce qu'ils ont déjà encaissé notre argent, ils nous ont déjà donné le document qui montre que l'occupation du stade, nous pouvons la faire désormais. Donc, s'ils estiment qu'ils ont d'autres problèmes, ils doivent s'adresser à nous. Or, jusqu'à ce que le sous-préfet nous parle de l'interdiction, la SICAM et les responsables du stade SICAM ne nous avaient encore rien dit. C'est ce qui nous a trouvé, c'est ce que nous avons trouvé surprenant. Et nous trouvons davantage surprenant que le même sous-préfet dise qu'il ne trouve pas d'inconvénient à ce que ce meeting se tienne en pleine période de campagne. Nous, on ne lui a jamais dit que les conditions n'étaient pas réunies. Donc, à la fois, c'est lui qui dit que les conditions ne sont pas réunies pour la tenue de ce meeting, et c'est lui-même qui revient dire qu'il ne trouve pas d'inconvénient. C'est-à-dire qu'il est contradictoire avec lui-même. Mais tout est bien qui finit bien. Nous voulons rassurer les Camerounais du Vouri, de Douala, de la région du littoral et même d'ailleurs que dimanche, à partir de 14h au stade de SICAM, Cabral Libi, le candidat du parti Univers, va s'adresser à eux à 15h, tôt pile. Il sera déjà là parce qu'au moment où cette émission se tient, il est naturellement à repos Douala. Malice Doualabel, pourquoi l'autorité? C'est comme si l'autorité ne savait pas que c'était le début de la campagne électorale en interdisant ce meeting. Moi, Parce que lorsque vous lisez sa lettre, il parle, il dit qu'il ne trouve pas d'inconvénient, surtout que c'est le début. 24 ou 48 heures avant, il avait interdit. Comment comprendre ça? Pour moi, c'est une belle histoire de la démocratie. C'est une belle histoire de la démocratie parce qu'un acte administratif a été posé et les citoyens qui se sont trouvés un peu abusés ont fait valoir leurs droits. Et je pense que l'autorité administrative a fait une relecture de ce dossier pas de bon gré, a estimé.
Enfin, je ne peux pas lui faire un procès, je ne sais pas. C'est quoi? C'est le discours de Cabral qui a fait reculer non, le objectivement, le fait... La détermination de Cabral, il dit, il y aura, nous, on va tenir notre meeting. C'est ça qui a fait reculer les autorités. On a vu également, à un moment donné de l'histoire de notre démocratie, des citoyens insister sans que cela aboutisse à quelque chose de positif. Et là, ça aboutit pourquoi? Parce qu'ils étaient dans leur droit. Simplement parce que notre démocratie est en train d'avancer. Et que de plus en plus, nous allons aller vers une résolution, j'allais dire objective, pas pacifique, objective de ce type de dossier. Donc, je suis très heureuse que monsieur. Est-ce qu'on ne pouvait pas éviter ça, honorable? C'est ça ma question. Ben, on peut tout éviter. Oui. Mais sauf que la vie n'est pas faite que d'évitement. À un moment donné, les gens se confrontent et ce qui intéresse les citoyens ou les observateurs, c'est l'aboutissement de ce type de conflit. Et pour moi, c'est un aboutissement heureux. Okay. Ça, j'allais toujours rappeler à l'honorable. Oui, rapidement, on va donner la parole aussi. Que le rétropédalage du sous-préfet Douala 5e n'est pas une victoire de la démocratie. Je voudrais vous rappeler que jusqu'à hier, il n'était pas revenu sur sa décision. Il aura fallu que le président du comité d'organisation du meeting de Douala, Jean-Louis Batoum, le secrétaire général du mouvement 11 millions de citoyens, Aristide Eko, et moi-même, nous allions rencontrer le préfet, qui était hermétique au début. Il aura fallu qu'on lui brandisse les arguments pour lui montrer que nous ne partions pas chez le sous-préfet lui demander une autorisation. Mais nous avons déposé une déclaration pour l'informer. Vous êtes le garant de l'ordre public. Oui. Sachez que nous sommes dans vos territoires de commandement. Nous vous informons, nous ne demandons pas une autorisation. Le préfet du Vouri était hermétique quand nous entrons chez lui, le rencontrer. On passe près de 3/4 d'heure. Et au moment de sortir, le préfet nous demande d'aller rencontrer les responsables de la SICAM. Pourquoi aller les rencontrer alors qu'ils ne nous ont pas encore appelés pour dire qu'il y a un problème à ce que le meeting se tienne? Il aura fallu, il faut que je vous le dise ici, information Equinox, il aura fallu qu'on active d'autres leviers pour mettre les gens face à leurs responsabilités. Ça n'a pas été aussi simple. Sachez que c'est sous l'effet de la contrainte que le récépissé de déclaration nous a été délivré. Ok, Maurice Diongo, sur cette situation, on aurait dû éviter, hein, c'était le premier jour de campagne. Il faut plutôt expliquer comment on en arrive là. Il faut comprendre que la 5e est une zone cosmopolite. Il y a une bonne partie de l'UPC. Il y a beaucoup de... Le RDPC est fortement implanté depuis Madame Foni. Et quand on sait que Cabral appartient au groupe Bassa, ça dit que quand on va dans l'échelle de Maslow, le fait, ça se trouve le besoin d'appartenance au 3e niveau. Cela veut dire qu'il peut harceler d'une façon émotionnelle, c'est pour récupérer beaucoup de militants du RDPC. Bassa de cette zone-là. Donc c'est ça qui fait que les tenants du RDPC dans la zone ne veulent pas ça. Et donc le RDPC ne voulait pas que Cabral tienne son meeting là-bas? Il faut aller... C'est qui ont amené le sous-préfet à interdire? Non, j'ai écrit dans mon livre, à la page 125, que le Cameroun n'est pas gouverné par les bêtises comme les gens disent, pas par le RDPC comme les gens disent, mais par le fonctionnaire. Et ces fonctionnaires, ce sont les sous-préfets. Oui. Ça veut dire qu'au temps même de Mme Foni, le sous-préfet Douala 5e est le vrai président de la section. Il a tous les moyens, il a toute la logistique pour faire le boulot. Donc, de toute façon, quand vous allez, quand les politiciens descendent sur le terrain, il faut connaître cette problématique-là. C'est-à-dire que quand vous venez contre le RDPC, dans l'antichambre, il y a les fonctionnaires... Donc, Maurice Diongo, vous voyez la main du RDPC derrière cette interdiction. Le monsieur est responsable de ses propos, mais de grâce, ne réduisez pas Cabral à une ère géographique. C'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, Cabral revient au Cameroun. Mais vous avez bien vu que pendant 3 semaines, la République est debout. Du nord au sud et de l'est à l'ouest, les gens sont debout. Ils ne suivent pas le candidat du parti Univers pour son appartenance à une aire géographique. Ils le suivent pour le projet de société, le projet alternatif qu'il leur propose. Et l'équipe qui est autour de lui n'est pas une équipe qu'on peut identifier à une aire géographique. Je tiens à faire cette question. Pourquoi vous voulez fuir? Non, attendez.
Oui, allez-y, Georges Zemei. Alors, sur la question, je pense que les panélistes tournent autour du pot. Il faut clairement dire qu'il s'agit d'une question pas de conflit de compétences, mais de confusion de compétences. Parce que nous avons eu une correspondance du gestionnaire du stade SICAM qui a clairement adressé aux responsables du parti Univers que le stade était disponible le 23. A contrario, il y a une autre correspondance du sous-préfet de la 5e qui dit que le stade, n'est pas disponible et il interdit la tenue du meeting de Cabral. Alors, il est là dans une totale confusion de compétences parce qu'il n'appartient pas au sous-préfet de déterminer la disponibilité ou pas du stade. Il appartient au gestionnaire du stade qui a clairement défini aux responsables d'Univers que le stade était effectivement disponible. Donc, à côté de cette confusion de compétences, je crois, pour les juristes que je suis, il y a un abus, pas de pouvoir, mais de fonction. Même d'autorité. Autorité. Et je crois que les responsables du Univers ont été très gentils en respectant la hiérarchie administrative, en évitant de formuler un recours pour excès de pouvoir. Et heureusement que, je crois, hier ou avant-hier, le préfet du Vori a tranché, il a tranché sur la question en définissant clairement les rôles de chacun sur la question. Le stade était disponible, alors que la décision de l'autorité administrative dit que le stade n'est pas disponible. Le préfet a dit tout à fait que le sous-préfet n'était pas dans son rôle. Et je crois que la messe a été dite à ce niveau. Bien que, entre-temps, entre les deux sorties de l'autorité et du gestionnaire du stade, il y a quand même eu la sortie de Univers à travers M. Koumando qui a dit qu'on maintient, on persiste ici, ce meeting va se tenir. Nous sommes tout à fait heureux. Et là, je rejoins les propos de l'honorable qui dit que on est en face d'une situation de démocratie positive. Et je suis satisfait qu'on en est arrivé à un apaisement après la décision finale du sous-préfet qui reconnaît enfin que, il a dit en termes très poli, qui reconnaît enfin qu'il n'est pas dans son droit d'interdire un tel rassemblement, mais que le représentant, le candidat du parti Univers peut désormais dérouler sa campagne présidentielle à partir du stade SICAM. Il aurait pu dire également que je me suis trompé. Il a été très poli. Ok, je crois que l'essentiel est là, il est sauf. Il ne trouve pas d'inconvénient, le meeting va se tenir. Maintenant, on va toujours parler du sous-préfet, honorable Dolabel. 40 éléments des forces de défense pour assurer. On va le dire. Pourquoi aujourd'hui, depuis que Namata Diteng a été enlevé, le 11 février, on a vu ce qui s'est passé. Beaucoup ont déserté le boulot là-bas. Il a fallu attendre tout ce temps pour mettre sur pied ces mesures. Alors, première chose, je voulais à la gouverne de M. Okol dire que c'est aussi bien qu'on ne reste pas crispé. Parce que, vous voyez, nous sommes depuis à peu près 20 ans en train d'éclore quelque chose de précieux pour nous tous. Et chaque fois qu'on a une victoire, chaque fois qu'on a un pas de franchi, au lieu d'adopter le ton de raillerie pour dire oui, il y a eu rétropédalage, etc. Moi, je pense qu'il faut plutôt célébrer ce type pour capitaliser. C'est le psychologue qui parle là. Peut-être, et puis une dame d'un certain âge. Oui, non, le militant. Donc, je pense que c'est important pour nous tous parce que ça décrispe et puis ça met chacun face à ses responsabilités et ça donne une forme de satisfaction, par exemple à monsieur le préfet qui, à un moment donné, s'est mis devant le droit et a dit le droit. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que ce meeting va se tenir et que ça va décrisper l'environnement, etc. Avec nous, honorable. Vous m'avez convié? Oui. Non, je n'ai pas vu l'invitation. Je viens de le faire. Ah, d'accord. Bon, pour maintenant parler de la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, j'ai déjà eu à faire ce témoignage pour dire que je suis fille de fonctionnaire. C'est-à-dire que dans nos familles, les cantines étaient toujours pas très loin parce que pratiquement tous les ans ou tous les 1 an et demi, il fallait partir. Et en 1959, mon père était chef de subdivision des travaux publics à Edea. Donc vous vous rendez compte, c'était la veille des indépendances et la Sanaga maritime était vraiment à feu et à sang. Mais il n'est pas parti. Ils avaient quel âge? Ils avaient 30 ans.
Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la République. La République doit rester debout, quel que soit le cas. Après, il a été muté en 62 en Konsamba. C'était exactement la même chose, pour ne pas dire pire. Chaque fois qu'il allait pour une mission, on était tous presque en deuil. Et des fois, il revenait, sa voiture cribée de balles. Vous voulez dire que ces sous-préfets ont eu tort de quitter, d'abandonner leur poste? Je pense qu'ils ont eu tort d'abandonner leur poste. Mais maintenant, on peut comprendre sur le plan émotionnel qu'ils aient, j'allais dire, qu'ils n'aient pas réussi à assumer une telle charge. Maintenant, je vais chuter pour dire que, en tant que DRH, oui, un poste a un environnement. Et cet environnement détermine un peu la gestion sur le plan de la rémunération, sur le plan des dispositions ou des avantages qui sont accordés aux titulaires du poste. Et donc, dans le cas précis qui nous intéresse, la sécurité était un des éléments qu'il fallait peut-être garantir. Oui. Peut-être que les responsables hiérarchiques n'ont pas mesuré à temps le risque qui pesait autour de ces fonctionnaires, mais je pense qu'ils devaient, eux, enfin si je vais avoir la prétention de faire comme si c'était moi le patron de cette boîte, je me serais attendu à ce qu'il y ait une formulation j'allais dire, des appréhensions ou des préoccupations que vivaient ces personnes pour que la réponse soit apportée. Maintenant, c'est fait. Je pense que tout le monde a pris la bonne mesure en fonction de la difficulté persistante, oui, sur le plan sécuritaire, que ces personnes devraient être gardées pour ne pas partir. Parce que dès qu'ils partent, la République, oui, est où? La République n'est plus là. Je voudrais rassurer l'honorable. Elle a certainement vu la réaction qui a été celle du Parti Univers à la suite de la délivrance du récépissé. Nous n'avons pas fait acte de triomphalisme du tout. Au contraire, nous avons fait profil bas et nous continuons. Sauf que vous me demandez de célébrer cela. Il est difficile de célébrer parce qu'au même moment, en Dôme, par exemple, Univers fait face à nouveau à ce genre de choses. Et je suis d'accord avec Serge Semé qui dit il y a un excès de zèle. Il y a vraisemblablement et fatalement un abus d'autorité de l'autorité administrative et c'est un problème. Après que je l'ai dit, oui, concernant le sujet sur ce déploiement, oui, excessif, le renforcement, je préfère le dire excessif. Non, vous trouvez que c'est excessif? Quand le responsable des ressources humaines, l'experte, oui, de ces questions, je reconnais cette compétence en l'honorable, dit que ces personnes avaient tort. Je dis non. Je voudrais vous rappeler, honorable, que durant la crise dans le nord et le sud-ouest, 2 sous-préfets ont perdu la vie. Oui. C'est un précédent suffisant pour que leurs collègues se sentent en insécurité. Venons-en au fait. Là, c'est l'émotion. C'est pas seulement l'émotion, mais c'est des faits. C'est des faits. Qu'est-ce qui indique que si cela... Je ne suis naturellement pas pour que les fonctionnaires désertent leur poste de travail et s'enfuient. C'est pas possible. Nous sommes dans le pays. Je suis pour qu'on prenne des dispositions. Au Cameroun, comme partout ailleurs, en période électorale, il y a des dispositions sur le plan sécuritaire à prendre. Mais sauf que moi, je m'interroge. 40 éléments de force de défense à la disposition... On dit armée jusqu'aux dents. Hein. Armée jusqu'aux dents. À la disposition d'un sous-préfet. Mais écoutez, dites-moi sincèrement. Armée jusqu'aux dents. Qu'est-ce que ça règle? Pas seulement le qualificatif. Oui, d'accord, des autres. Qu'est-ce que ça règle comme problème? Ce qu'il faut rappeler, c'est que au moment où il y a ce déploiement, les populations, elles, désertent les localités. Il ne me semble pas que les bureaux de vote se trouvent dans la brousse ou au Nigeria où il y a un exode massif. Ce déploiement militaire excessif, pour ma part, va davantage contribuer à créer une sorte de peur, de psychose dans la cité. À partir de ce moment, je me demande véritablement comment on va faire. Est-ce que ces éléments vont aller chercher les électeurs de force pour qu'ils viennent accomplir leur droit de vote? Imaginez-vous l'état dans lequel se trouvent les électeurs de la partie du nord-ouest et du sud-ouest aujourd'hui. Dans les taux des ambazoniens qui
les menaces au quotidien, et de l'autre côté, avec des éléments de force de l'ordre. Je voudrais vous rappeler également qu'il y a eu parfois des actes qu'on regrette. Également, vous avez eu connaissance des actes où des éléments de nos forces de défense ont été reconnus en flagrant délit d'abus de l'autorité. Est-ce que vous imaginez donc la psychose dans laquelle les élections vont se tenir là-bas? Nous avons pourtant eu 2 ans, nous savions que les élections auront lieu à cette période, et le candidat du parti Univers n'a eu de cesse d'appeler le gouvernement à maximiser, mais alors à utiliser tous les canaux possibles pour établir le dialogue. C'est le dialogue seul qui peut permettre de résoudre le problème. Ce n'est pas la militarisation. Prenez tous les militaires, les gendarmes, les policiers de Yaoundé et de Douala, amenez-les dans les zones du nord et du sud-ouest. Rien n'indique que les gens sortiront de leur maison pour aller accomplir le devoir citoyen. La psychose, cette présence massive, va contribuer à créer la psychose davantage dans la population? J'aimerais aborder mon analyse sur 2 angles. Oui. D'abord, l'angle de la crise anglophone, ensuite l'angle de l'élection présidentielle. Si la mesure du renforcement de sécurité auprès des sous-préfets a été édictée parce qu'il y a une crise anglophone, j'estime que c'est assez tard pour renforcer la sécurité auprès des sous-préfets, parce que la crise anglophone a démarré depuis fin 2016 et les sous-préfets existaient déjà. Et c'est en 2018 qu'on pense à renforcer la sécurité auprès d'eux afin qu'ils assument leur mission. C'est extrêmement tard et c'est une maladresse administrative. Sur le cas de l'élection présidentielle, c'est opportun. Je suis parfaitement d'accord qu'ils soient sécurisés parce que ces 2 régions sont en proie à la sécession. Mais est-ce que c'est suffisant pour assurer la sécurité? Parce qu'on sait qu'il y a 2 semaines, il y a un communiqué d'une des branches sécessionnistes qui disait qu'il ne devrait pas avoir élection dans le territoire qu'ils appellent Ambazonie. Et je crois qu'ils ont tous les moyens humains, financiers et opératoires pour empêcher qu'il y ait les élections dans leur zone. Et est-ce que la mobilisation de ces forces de l'ordre viendra les sécuriser? Je ne pense pas. Je ne pensais pas, parce que ces hommes, ils ne reculent devant rien du tout. Donc, c'est pour ça que mon analyse est assez subjective. Je pense que s'il s'agissait pour le cas de la crise anglophone, s'il fallait absolument sécuriser les sous-préfets afin qu'ils assurent les missions régaliennes, c'est assez tardif. Mais si c'est pour l'élection présidentielle, je crois qu'elle est assez insuffisante, parce que, d'abord, il y a une note du secrétaire général de la présidence de la République qui, en juin, certains sous-préfets qui ont abandonné leur poste. En juin, le MINAT d'aller tout faire pour les réinstaller. À la réinstallation des sous-préfets qui ont abandonné leur poste. Et je crois que depuis que cette note a été signée, on n'a pas vu... C'était au plus tard le 10 septembre. On n'a pas vu grand mouvement. Oui. Le président de la République a signé il y a 2 jours, il a nommé certains sous-préfets, dont ceux qui devraient regagner leur poste dans les 2 régions anglophones. Je crois qu'il y a une certaine psychose, comme vous l'avez signalé, il y a une certaine psychose, il y a une peur, non seulement relativement à la crise anglophone, mais également amplifiée parce qu'il y a cette échéance électorale présidentielle qui, on le craint, risque de ne pas se tenir en région anglophone, parce que effectivement il y a des menaces de la part des sécessionnistes qui veulent qu'il n'y ait pas... ils appellent ça la République du Cameroun, qu'il n'y ait pas cette influence présidentielle dans leur zone qui qualifie de République ambazonienne. Ok. Maurice Diongo, cette présence, cette forte présence, hein, est-ce qu'elle peut permettre... Comme l'honorable disait, émotionnellement, quel que soit le groupe où vous appartenez, vous avez envie d'être en sécurité et d'être en confiance avec votre chef. Donc les sous-préfets ont demandé être en sécurité. Les chefs leur ont donné cette sécurité. Et quid de ceux qui sont restés? Bon, en fait, les enjeux... C'est pas tous les sous-préfets du nord-ouest et du sud-ouest qui sont partis. Hein. On avait dit qu'il y a certains sous-préfets qui ont déserté. Effectivement, ils posaient ce problème de sécurité. Ils veulent être en confiance. Il faut qu'ils se sentent que la hiérarchie s'occupe d'eux. Bon, maintenant, ils étaient obligés de remplir cette sécurité, parce que maintenant, quand on va leur donner les tâches, comme ils sont déjà en sécurité, ils peuvent s'en passer. Comme vous voyez, on est en train de dire en Dôme, le sous-préfet fait ceci, parce qu'il faut les mettre en confiance. Parce que quand je parle de Maslow, jusqu'aux 3 niveaux, c'est émotionnel.
À partir du troisième niveau, c'est les savoir-faire, les bonnes attitudes. Une attitude bonne quand elle s'occupe des valeurs. Mais lorsqu'on remplit bien les 3 valeurs, les 3 niveaux, on peut actionner le sous-préfet pour qu'il fasse des tâches comme on dit, pardon, allez nous interdire tel meeting. Ils vont. Parce que déjà à 3 niveaux, ils sont en sécurité, ils ont le besoin physiologique, ils sentent que le chef est derrière. Oui, donc, vous oubliez que dans certaines zones, la République n'existe plus. Oui. Dans certaines zones, la République n'existe plus. Et c'est la raison pour laquelle certains sous-préfets étaient obligés de décamper. Alors, par une simple note administrative, on leur demande d'être réinstallés. L'État a dit qu'il y aura élection. Et il y aura élection là-bas. Oui, pour les élections. Vraiment, j'aimerais qu'on fasse la part des choses entre la théorie et la pratique. Parce que ceux qui prennent des décisions ne sont pas sur le terrain. Ils ont peut-être des rapports journaliers, mais la réalité du terrain incombe à ceux qui se trouvent dans cette zone. Et ce sont les pour le moment, les sous-préfets voulaient une sécurité. On les a donnés. Donc, je pense ça veut dire pour le moment, à 3 niveaux de Maslow, ils sont bien nantis. Ok, votre niveau de Maslow, on le comprend. Mais je crois que la réalité opérationnelle indique que les sous-préfets ne peuvent pas assurer leur mission régalienne. Une minute. Ils vont réaliser. Quelle est la logique? Dites-moi, sincèrement. Pendant 2 ans. Attends, je vous dis. J'ai 1 minute, j'ai pas plus d'1 minute. Pendant 2 ans, nos frères du Nord et du Sud-Ouest se sont trouvés dans une situation d'insécurité entre deux feux, menacés, leurs enfants bastonnés, enlevés, kidnappés, violés. Ils n'ont pas vu ce dispositif sécuritaire à leur côté. Les éléments de force de maintien de l'ordre et les forces de défense sont d'abord là pour servir la République. La République, c'est l'État. La République, c'est les populations publiques. La République, c'est aussi les populations. Alors, imaginons un environnement où les populations n'ont pas eu droit à ce dispositif sécuritaire. Et sous le prétexte qu'on veut à tout prix organiser des élections, il y a subitement un déploiement. Dites-moi, une telle situation est-elle de nature à rassurer et encourager les gens à se sentir en sécurité ou davantage à mettre de l'huile au feu? Raisonnons par la logique. Je pense que le RDF dit qu'il veut les élections dans la zone là. Parce qu'il a beaucoup de militants. Oui. Donc quand donc maintenant, c'est comme l'État est en train d'aller, comme le RDPC avec l'État, ils sont en train de vouloir faire les élections. Quelle action le camp opposé doivent utiliser pour les compter sur le terrain? Expliquer que l'État a fait ceci. Nous sommes à 2 semaines. Il faut plutôt chercher parce que... Qu'est-ce qu'on fait? On militarise la zone et les gens vont sortir en masse pour aller voter? Honorable. Malgré tout ce dispositif, les populations continuent de faire la queue dans les gares routières, dans ces 2 régions. Mais je pense que c'est normal, c'est une région en guerre. Oui. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ils ont perdu confiance. C'est qu'à un moment donné, quand les forces de l'ordre sont arrivées, le discours des ambazoniens a amené les gens à douter de la sincérité des forces de l'ordre. On leur a plutôt vendu que ces forces de l'ordre étaient là pour les brimer, pour les mettre en boîte, pour les tuer. Et la plupart ont préféré faire confiance aux ambazoniens. Et ça a donné le résultat que ça. C'est pour ça que l'histoire d'une guerre dépend de qui la raconte. Vous comprenez, hein? Parce que quand on se met à la raconter, qu'on le veuille ou non, chacun de nous y met sa motivation, ses croyances, ses attentes, etc. Donc moi, je pense que qu'on est militarisé pour sécuriser, c'est une bonne chose. Maintenant, il y a un autre travail qui doit être fait à côté, celui de sécuriser psychologiquement. Parce que quand quelqu'un est dans le désarroi, tel que ça se passe dans certaines gares routières, convaincre cette personne de regagner son domicile, où il a peut-être été menacé la veille par un ambazonien, ça va être quand même un peu difficile. Vous comprenez? Il faut que ce soit clair, Serge Alantou. Oui, après... Je suis de l'état-major d'un candidat. Son souhait, et vous le connaissez, depuis 1 an et demi, il a sensibilisé les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales, puis à retirer leur carte, il demande qu'ils aillent voter. Notre souhait, c'est que tous ceux qui seront inscrits aillent accomplir leur droit de vote. D'abord, si c'est en sa faveur, c'est tout bénef, tant mieux.
Mais nous, on s'interroge. Quel est l'état d'esprit de ceux qui auront désormais et la menace sécuritaire et devant eux des personnes cagoulées avec des armes prêtes à faire Mais si feu. ces personnes la cagoulées les question que je protègent, me pose est donc celle de C'est pas pour les savoir. protéger encore. Mais si c'est pour les protéger, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils arriveraient. Si ce déploiement est là pour les protéger, ce n'est pas aujourd'hui que ce déploiement serait arrivé. Ce déploiement serait arrivé depuis très longtemps. Exactement. Du coup, ils ont l'impression d'avoir des gens qui les entraînent dans une entourloupe, qui mettent un dispositif juste parce qu'ils veulent faire passer les élections. Permets-moi de te dire que nous avons le même souci, toi et moi. Nous voulons qu'il y ait la possibilité pour ces citoyens d'exercer leur droit de vote. D'accord? Mais en même temps aussi, nous savons que l'environnement est compliqué. Donc, toi et moi, nous devons maintenant trouver les solutions à côté de Elekam. Et la solution, c'est pas la militarisation. En tout cas, non, il faut d'abord sécuriser. Il faut d'abord sécuriser. Parce que à ce moment, qui est-ce qu'on sécurise? Dites-moi. On sécurise la population. Non. Si. La population doit croire. Est dans cette menace depuis 2 ans. La population doit croire. La population vit cette menace depuis 2 ans. Oui, Jean Semé d'abord. S'il faut juger la décision du renforcement de sécurité sur les sous-préfets par rapport aux élections, je crois qu'on va se perdre dans le débat. Revenons d'abord à la crise anglophone. Il fallait renforcer la sécurité auprès de ces autorités régaliennes depuis le début de la crise anglophone. Mais ça n'a pas été fait. L'administration a péché. Et c'est là où cette administration a péché. Oui, ça n'a pas été fait. Faites-lui le bébé. Ne dites pas qu'on aurait pu faire le bébé il y a 2 ans. Parce que le débat sur le plateau semble s'enliser. Attendez. Au col ramène la couverture vers les élections, alors que l'honorable ramène plutôt généralement dans la crise anglophone. Oui. Il faut distinguer les deux. Absolument. Sur les élections, si on veut renforcer la sécurité auprès des sous-préfets, c'est opportun. Il faut le faire afin de permettre à ces autorités qui sont gardiens de l'ordre public, qui n'ont aucune influence, entre guillemets, sur l'organisation des élections, autorités régaliennes de l'ordre public, d'assumer leurs fonctions. Maintenant, si on revient dans le cadre de la crise anglophone, je pense quand même que, je l'ai dit dans mes précédents propos, le gouvernement a failli sur la sécurité des sous-préfets, de ces personnes qui sont chargées. Voilà pourquoi j'ai dit, depuis ce qui est arrivé le 11 février, on a comme l'impression que rien n'a été fait. Soyons donc efficaces. La preuve, beaucoup de sous-préfets ont abandonné leur poste. On doit être efficace, autant on doit faire le distinguo entre la crise anglophone et les élections. Je pense que... J'achète. Oui. Pour ça, j'achète. Voilà, je pense que l'État a failli en ce qui concerne le devoir de protection de ses représentants dans les régions. Oui. Sinon, il n'y aurait pas eu tous ces affaires. Voilà, autant il a jugé opportun de les protéger en ce qui concerne l'élection présidentielle. Mais il y a un aspect qu'il faut également soulever. Quand je vous ai suivis tous, on a l'impression que l'armée ne protège pas les populations. L'armée protège les populations, absolument, bien évidemment. Et là, je m'adresse à mon confrère. C'est pour ça que le tous m'a inquiété. L'armée l'a tous insu. Prise. L'armée de terre, les militaires, comme on les appelle trivialement dans le quartier, la police, la gendarmerie, tous sont assignés à une tâche de protection de la population. Et le renforcement de la sécurité dont on parle depuis 2 jours, je crois que ça va être fait seulement aux autorités qui sont chargées d'assurer l'ordre public dans ces zones. Donc faisons le distinguo, non seulement entre la crise anglophone et les élections, mais aussi entre le rôle de l'armée en ce qui concerne leur devoir auprès de la population. Moi, je vous rassure tout de suite, M. Semé. Écoutez, je suis républicain, je suis un démocrate, vous n'êtes pas comme modérateur, s'il vous plaît. Il y a un présentateur qui peut me remettre à l'ordre. Allez-y, à mon col. Il faut que je vous le dise, je suis un républicain, je suis un démocrate. Je rends régulièrement hommage aux éléments de force de défense et de l'ordre. Je le dis ici en toute sincérité et particulièrement aux éléments de troupes, parce que je connais les conditions dans lesquelles ces gens travaillent. Les décisions sont prises par l'autorité politique et les autorités administratives. Et je dis, dans le cas d'espèce, ce n'est pas les éléments de force de l'ordre qui sont à blâmer. Je dis, si vous voulez, c'est une décision opportune, mais qui arrive en retard. Parce que ces éléments qu'on déploie, qui sont censés venir assurer l'ordre pendant la période électorale, pose un problème.
ce que les populations que ces éléments sont censés venir leur défendre vont leur dire, écoutez, nous on vit cette situation depuis très longtemps. Et ce déploiement ressemble à un déploiement qui va se limiter à la période des élections. Ça veut dire qu'il y a une entourloupe. Parce qu'après les élections, rien ne nous garantit que vous serez là. Je comprends votre souci parfaitement, mais je pense que la population est protégée depuis le début de la crise. Oui, on est d'accord. Depuis le début de la crise, elle est protégée. Mais maintenant, s'il y a un renforcement de cette sécurité, c'est quand même pour des raisons électorales, pour les autorités régaliennes qui sont chargées d'assurer l'ordre public afin qu'ils mènent à bien les missions qui leur sont assignées dans le cadre des élections. Ok, merci Georges. Vous croyez que ce renforcement va s'estomper après l'élection, après le 7 octobre? C'est juste pour le 7? Le plus important, ce n'est pas celui-là. Le plus important, c'est qu'il y a élection. Oui. Et donc la première mission, c'est qu'il y ait élection. Oui. Bon, et quand on voit les politiciens parler, c'est comme si il faut plutôt suivre le mouvement. Les politiques, pas les politiciens. Les politiques. Politiciens, c'est celui qui fait la politique, merci. Démagogie. Les politiques, c'est un entrepreneur politique, c'est lui qui pratique l'activité politique. Merci Armand. Politique. Merci Armand. Allez-y. Les politiques. Oui. Lorsque on vous voit parler, c'est comme si vous passez le temps à discuter alors que l'activité est en train de se faire. Ils ont fait une action. Renvoyer le sous-préfet parce qu'ils ont demandé la sécurité. Ils vont faire. Notez que nous avons demandé à nos collègues de travailler sur de regarder toutes les difficultés qu'on a sur les élections et de proposer des solutions. On nous a donné un document on parle de 8 façons de fraude. Dans ces 8 façons de fraude, les sous-préfets sont cités. Cela veut dire quand on envoie des sous-préfets dans ces conditions et que nous voyons sur le tableau de bord qui sont cités sur les 8 façons, il faut que vous commenciez maintenant à mettre un dispositif pour les suivre. Mais si on parle d'élection, on ne parle pas d'organisation d'élection. On parle que nous disons que le retour, il dit que le fait qu'on revienne. Non, ce monsieur est venu réciter ses cahiers. Ça n'a rien à voir avec ils viennent pour faire les élections. Non, il pense que la présence, il pense que la présence des sous-préfets et pour contribuer à ce que... Oui, voilà. C'est pour faire les élections d'abord. Ça, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'il dit. Et surtout que le SDF demande précisément qu'il y ait élection là-bas. Et la sécurité auprès des sous-préfets sera également accordée à tout candidat qui ira mener campagne. Commencez maintenant à demander aussi la sécurité. Ne dis pas que on a donné... Demandez votre sécurité. M. Okol sera autant protégé que les sous-préfets. Demandez aussi 40 militaires pour vous protéger, au lieu de dénoncer le fait qu'on a donné 40 militaires. Écoutez, je vais vous dire, il y a 3 mois, Cabral Libby, le candidat de Parti Univers, était à Batibo. Cabral Libby n'a pas de garde du corps, il n'a pas une sécurité. Cabral Libby, conscient de la situation dans laquelle se trouvent ses frères du nord-ouest et du sud-ouest, est allé à Batibo où toutes les 10 minutes les armes crépitaient. Il est allé, il a discuté avec ses frères, il y a passé 48 heures. Je voudrais vous dire que depuis le début de la crise, la sécurité, le début de la crise anglophone, Cabral Libby y a été 7 fois. C'est dire qu'il n'a pas besoin, lui, d'un dispositif sécuritaire de haut vol. Pour l'administration lui accorde ça. Je vous en prie. Je voudrais tout ça à la fois. Comment il n'a pas besoin? Non, pas tout ça à la fois. Merci encore. Monsieur, c'est honorable. Je dis, vous avez raison. Parce que je vous en prie. Permettez à l'honorable de dire. Alors, la première chose, c'est que quand Cabral Libby fait le déplacement, Cabral Libby, en pré-campagne, ne représente rien. Ah non, c'est pas possible. Quand je dis rien, et je dis même que il y a déjà candidat déclaré. Non, mais attendez, écoutez, il n'a pas dans son profil quelque chose qui j'allais dire, une aspérité quelconque. Non, c'est pas vrai. Non, il n'a pas. Tu ne peux pas comparer Cabral Libby, candidat, et le commissaire du coin. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose.
Donc, je dis, ok, d'accord, il a vécu son expérience, il en est revenu, ses expériences, il en est revenu sain et sauf que j'ai entendu à un moment donné qu'il était sous un lit. C'était vrai, non? Mais à un moment donné, c'est la vérité. Vous pouvez aller, sauf qu'on n'a pas vu, on ne peut pas les acteurs de votre formation politique aller là-bas pendant les acteurs chaudes. Je dis, hein, Monsieur Cabral Libye est, j'allais dire lisse. Vous comprenez? Oui. Parce qu'il n'a pas gouverné, parce qu'il n'a pas administré. Parce qu'il n'a à son actif aucune action. Oui, je prends ça pour et ça veut dire, c'est un compliment. Vous voulez dire que, je veux donc dire que les rancunes, il est libre de tout engagement et qui n'est pas comptable de la situation catastrophique dans laquelle vous, honorables, et vos dirigeants avez plombé le Cameroun. C'est la raison pour laquelle il donne un rendez-vous formel ce dimanche 23 à 15h au stade de Sicam. On n'en est pas encore là. Je vais répondre. Je vais répondre. Cabral va certainement raconter son rêve et les gens vont l'écouter. Quand moi je raconte un vécu. Et un vécu, c'est très différent d'un rêve. Vous avez commencé par le rêve avant de parler du vécu. Oui, mais alors, c'est crescendo. On commence par le rêve et on aboutit par le vécu. C'est crescendo. Jean-Sémé, vous pensez que c'est des mesures juste pour le 7? Bien, je pense que... Ces mesures, alors que les populations sont en train de... J'ai posé la question, personne n'arrive à me répondre. Les populations sont protégées. Autant des égarements de certaines forces de l'ordre conventionnelles que des abus des sécessionnistes. Ils sont protégés depuis le début de cette crise. On a mobilisé beaucoup de ressources humaines armées là-bas et plusieurs types d'armements pour effectivement préserver, pas les autorités régaliennes, mais les populations. Et je crois que c'est ce à quoi ces forces de l'ordre s'attellent à faire depuis 2 ans. Mais pourquoi les populations sont en train de partir? Parce qu'effectivement, il y a eu un message de psychose. Oui. Je travaille pour le journal Repère. On dit qu'elles n'ont pas confiance à nos forces. Je parle de psychose. De défense. Il y a, vous savez, ce n'est pas une guerre tout à fait conventionnelle. Il y a l'armée d'un côté qui exerce ses actions selon le droit de la guerre. Mais de l'autre côté, il y a une sorte de guérilla, des bandits ou alors des sécessionnistes, ils se revendiquent être des sécessionnistes qui ne respectent aucun droit en ce qui concerne non seulement le droit international, mais également le droit national. Je pense donc que les populations sont entre deux feux. Les populations sont entre deux feux. Ils estiment qu'ils ne sont pas suffisamment protégés par l'armée, mais ils affirment que de l'autre côté, ils subissent la pression des sécessionnistes. Donc, c'est pour ça qu'on voit ces vastes mouvements migratoires internes vers la région du littoral, mais également vers la région de l'Ouest. Il appartient donc aux autorités régaliennes qui préservent l'ordre public de prendre toutes les mesures idoines, non seulement pour arrêter cette hémorragie migratoire, mais également pour rassurer les autorités régaliennes de ces deux régions. On a condamné le gouverneur de la région du Sud-Ouest qui allait dissuader. Vous parlez de arrêter l'hémorragie. Bien sûr, c'est pour ça que je dis que les populations sont entre deux feux. On ne peut pas empêcher quelqu'un de se mouvoir. Entre l'assurance de l'État qui est représentée sur le terrain par le gouverneur et les forces armées, mais également par les exactions des sécessionnistes qui, malheureusement, semblent avoir plus d'emprise sur eux que les consignes données par l'autorité régalienne. C'est pour ça qu'on voit ces vastes mouvements migratoires vers les régions du littoral et les régions de l'Ouest. Donc, je pense que en cette période électorale, il faut plutôt avoir un discours rassurant à l'endroit des populations. Ce devoir appartient non seulement aux politiques, mais également aux autorités administratives. Malheureusement, ce discours a été fait par les candidats à la présidentielle, il a été fait par l'administration, mais ça n'a donné aucun effet. On observe encore aujourd'hui que ces populations continuent à envahir les régions du Nord-Ouest. Merci. Cédric Noufélé. Bonsoir Cédric Noufélé. Bonsoir Sage Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h c'est dans un instant. Qu'est-ce qu'il y a au menu du 20h que vous allez présenter? À la veille de l'ouverture de la campagne électorale, nous parlerons de cette guerre des sondages qui est observée depuis quelques semaines au Cameroun, alors que certains cabinets américains donnent vainqueur
Paul Biya, président sortant et candidat à l'élection présidentielle, il y a d'autres sondages qui ont été effectués par d'autres cabinets et parmi lesquels d'autres candidats se sont positionnés comme les vainqueurs de cette élection présidentielle prévue le 7 octobre 2018. Des experts analysent et décryptent la véracité de ces multiples sondages observés dans le paysage politique camerounais. Nous évoquerons la mobilisation des femmes en faveur de la paix durant cette campagne électorale, mais aussi le scrutin du 7 octobre 2018. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la paix et à cette occasion, les différents candidats et les partisans sont d'ores et déjà interpellés. Et vous allez l'observer depuis quelques semaines, le gouvernement se mobilise pour ressusciter des projets d'envergure. 6 ans après son annonce, le projet d'assemblage des voitures au Cameroun vient d'être ressuscité et le site d'assemblage a été trouvé à la zone industrielle de Bonabéry. Nous en parlerons dans le journal de 20h. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, le développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Cédric Noufélé. Quant à moi, je vous retrouve en compagnie des experts pour le débrief. Voilà, retour sur le plateau Equinox ce soir, toujours en compagnie des experts. Et le premier à prendre la parole, c'est une dame, honorable Marlise Doualabel. Une guerre des sondages s'est lancée. Comment comprendre l'attitude des Camerounais, des électeurs, qui se plaisent lorsque leur champion est vainqueur, un sondage, ils décrédibilisent les sondages où leurs champions ne sont pas... Où le sondage n'est pas favorable à leur champion. Comment comprendre ça, cette attitude? Bon, alors d'abord, le sondage est un instrument moderne qui peut servir de baromètre à la personne qui le commande. Et à ce moment-là, généralement, il n'est pas rendu public parce qu'il sert simplement à ce que la personne qui l'a commandé, j'allais dire, ait une bonne lecture de ce que l'opinion pense de son action, de son attitude. Et généralement, il est publié et à ce moment-là, il vise comme objectif d'influencer négativement ou positivement. Positivement pour que les troupes se sentent galvanisées et puis chercher à influencer les autres, à les affaiblir pour qu'ils réalisent que c'est déjà perdu. Maintenant, il va se poser des problèmes. Plus on va avancer dans ces techniques-là, il va se poser les problèmes de technicité et d'expertise. Parce que tous les cabinets ne sont pas capacités pour faire ce travail correctement. C'est des instruments d'une très grande rigueur qui reposent essentiellement sur la statistique. Sur les statistiques. Avec, j'allais dire, l'évaluation de l'opinion par une courbe de Gauss qui va vous donner un peu la position qui est la vôtre sur un échantillonnage précis. Donc, la fiabilité et la validité d'un sondage vont donc dépendre de la qualité de l'instrument utilisé et notamment de la justesse de l'échantillonnage questionné. Parce que vous pouvez poser une question à un échantillon qui vraisemblablement ne peut pas produire la réponse attendue. Vous allez sortir un chiffre, mais ce chiffre ne sera ni fiable ni valide. Donc, moi, je pense qu'il faut que, comme nous entrons dans la modernité, qu'on intègre ça. Qu'on intègre ça et que les uns et les autres relativisent. Il n'y a pas de guerre. Moi, je ne vois pas de guerre à mener. Je vois mon champion. Ce ne sont que des intentions. Mon champion est classé premier, mais cela ne m'amène pas à baisser les bras et à me dire que c'est tout gagné, non. Cela plutôt amène les militants du RDPC à travailler encore plus pour améliorer le score. Parce que, à supposer que ce soit un score, j'allais dire, exagéré, ça veut dire qu'il y a... Comme le dernier, là?
je dis à supposer qu'on vous donne un résultat et que les gens pensent que c'est exagéré. Vous qui lisez, vous allez faire un exercice qui est très technique et très réaliste. Vous allez vous dire, j'enlève là-dedans 10% et je dois me battre pour que ces 10% reviennent. Et ça va conditionner toute l'action que vous allez avoir sur le terrain pour aller corriger dans les... Parce que quand on vous livre un sondage, hein, c'est pas seulement le chiffre de 50 ou de 80 qui est important. C'est que la personne qui a travaillé avec vous va vous dire également où sont vos faiblesses. Et comment est-ce que vous pouvez changer la donne. Et toute la stratégie peut être corrigée ou revue en fonction de ces informations pertinentes. Voilà, à Maokol, il y a des sondages, surtout les réseaux sociaux, qui ont donné votre champion vainqueur. Vous étiez, ça vous avez jubilé? Écoutez, on ne se branle pas. Oui. Mais pas du tout. On ne se laisse pas distraire par des éléments comme cela, parce que nous savons ce que c'est que... L'expert a dit dans le reportage que c'est une manipulation subtile. Alors, moi, je veux vous donner une information. Des consciences. Nous, on a mené des sondages. Nous avons mené 2 que nous n'avons pas rendus publics. Le premier sondage, nous l'avons mené il y a à peu près 2 ans et demi. Oui. Ce sondage nous permettait de savoir si les Camerounais sont prêts à accueillir la candidature à l'élection présidentielle de Kabar Lébi. Vous dites qu'il y a 2 ans? Il y a 2 ans et demi, je dis bien. Oui, mais est-ce que le projet était déjà... Alors, sachez-le, on ne prépare pas un projet présidentiel en 1 an. Il faut que je vous le dise. Exclusivité Equinox. La candidature de Kabar Lébi, on la prépare dans les chaumières depuis environ 4 ans. Mais pourquoi il évoque donc? Il a souvent évoqué Macron. Là n'est pas... Non, il n'a jamais évoqué Macron. Il n'a jamais... Écoutez, il faut restituer les propos de Cabral dans son contexte. Oui. Voici ce qu'il dit quand Macron est élu. Oui. Il dit pertinemment ceci. L'élection de Macron peut être considérée comme un événement majeur en politique et que ceci devrait susciter à une nouvelle façon de voir et que les jeunes comprennent par là qu'ils peuvent se lancer en politique. Et il termine en disant qu'il pense opportun de se lancer en politique. Non pas parce que Macron a été élu. Que faisait Kabar Lébi depuis 10 ans qu'il est présent sur la scène? Il n'était pas un acteur politique, mais il était dans le champ politique parce que les sujets qu'il évoquait avaient une connotation politique. Je vous dis donc que... Sur les 2 sondages que vous avez réalisés. Le premier sondage visait à savoir auprès de l'opinion s'ils sont prêts à accueillir sa candidature à l'élection présidentielle. Et les résultats de ce sondage nous ont confortés à l'idée que les Camerounais sont prêts à accueillir sa candidature. Le deuxième sondage visait à savoir ce que les Camerounais attendent comme offre politique. Et c'est sur la base de ce sondage que nous avons bâti notre projet de société. Les sondages comme ceux qu'on brandit aujourd'hui, l'honorable a bien fait de le dire. Il y en a qui visent à déstabiliser, il y en a sur lesquels les gens s'appuient pour travailler. Parce que c'est d'abord un instrument, un outil technique sur lequel les gens doivent travailler. On a eu un débat, je ne sais pas s'il y a 2 modérateurs sur ce plateau. Je trouve que c'est quand même... Allez-y, c'est indécent. Allez-y, ce n'est pas poli de vouloir m'interrompre alors qu'il y a un président. Allez-y, c'est lui qui distribue le temps de parole. Monsieur, soyez un tout petit peu poli quand même. Moi, je respecte votre temps de parole, respectez le mien. Je vous en prie. Je dis donc que le sondage comme celui qu'on a vu, qui place Paul Biya, premier, ne nous dit pas quel est l'échantillonnage, ne nous dit pas quels sont les sondés. C'est un graphique, un sondage. L'échantillonnage est très important. Pourquoi? Parce que dans un pays comme le Cameroun, qui a près de 25 millions de Camerounais, l'échantillonnage se veut représentatif. On peut sonder 2000 personnes. Et il faut dire que un sondage, c'est au moins 1500 personnes de sonder. On peut sonder 1500, mais choisi dans un environnement qui permet de refléter l'avis de la majorité.
Et il a été démontré que l'institut qui a rendu public ce sondage est un institut qu'on ne connaît nulle part, parce qu'il y a eu des enquêtes là-dessus. Alors, ils ne disent pas durant quelle période ils ont fait le sondage, combien de personnes ont constitué l'échantillon, quelle catégorie de personnes exactement, preuve que c'est une fumisterie tout simplement. Je dis, nous tenons compte des sondages parce que c'est un instrument, mais on ne se laisse pas déstabiliser par ça. Nous estimons que battre nos adversaires et l'adversaire principal, le président sortant, n'est pas un cadeau. Donc nous travaillons au quotidien sans nous laisser déstabiliser par de tels éléments. Maurice Diongo, l'expert dans le reportage de Guy Zogo, disait qu'il n'y a rien de neutre derrière un sondage. Mais il n'y a rien de neutre, mais il y a quelque chose de scientifique. Oui. Ce qui m'embête, c'est qu'un sondage donne les indicateurs et permet aux intervenants d'utiliser pour travailler. Oui. On n'a pas dit que le président Biya a gagné les élections. Voilà. On dit que des intentions. Mais non, je veux dire à tout le monde que tout à l'heure, nous faisons la promotion de l'approche par les compétences. Quand on a une situation problème, il faut pouvoir trouver un concept théorique pour l'analyser. Tout à l'heure, j'ai utilisé Maslow. Cela veut dire, si les gens n'ont pas compris, qu'ils aillent dans Google lancer Maslow pour commencer à s'approprier. Parce que dans la taxonomie psycho-affective, nous utilisons beaucoup Maslow. Pour ce cas-ci, nous allons utiliser la segmentation qu'on utilise en marketing. Et ça touche sur le GOS. L'implantation sur le terrain. Alors, si on prend le RDPC, je vous ai dit que quel que soit le RDPC s'appuie sur le sous-préfet. Et ils sont partout. Ils peuvent couvrir tout le territoire. Voilà. Donc, voilà déjà, à partir de cette implantation, on peut dire qu'ils sont bien. Ils ont une masse critique pour partir. Si je prends le RDF, si le RDF est en train de se battre pour que... il y a élection au sud-ouest, dans la zone anglophone. Nous restons sur les sondages. C'est pour augmenter leur masse critique par rapport à ce sondage. Vous voyez? Oui. Bon, quand on prend les autres partis sont installés où? Que chacun voit où est installé. Si vous voulez parler des fiefs? Si vous couvrez moins de 30% du territoire, Gauche demande qu'on vous rejette. Si vous couvrez entre 30 et 70, on vous dit d'actionner autre levier pour monter au moins à 68%. Ça, c'est la courbe de Gauss. Mais si vous avez la capacité d'aller sur 70%, ne faites rien, vous allez. Pour le moment, je demande à Univers, nous avons proposé à tous les forces de changement qu'à l'heure actuelle, les enseignants du Cameroun couvrent 70% du territoire et forment une force pour les accompagner. Nous sommes en train de lancer des situations problèmes. C'est-à-dire que les enseignants doivent apprendre aux enfants à régler les situations problèmes. Cette situation problème-là, vous pouvez les confier, ils vont le faire. Nous allons voir s'ils sont capables de régler déjà une situation problème eux-mêmes pour aller enseigner aux enfants. Ok. Jean Sémé, sur ces sondages. Bien, d'abord, je me réjouis de ce que le paysage électoral camerounais soit comment ça s'habitue à ça? Envahi par des sondages, qu'ils viennent de l'extérieur ou alors qu'ils viennent de l'intérieur. Il y a Innovative Solution qui a jeté un pavé dans la mare en donnant le président sortant comme je vais vous reprendre parce qu'on a traité ça ici. Qu'est-ce qui dérange dans le dernier sondage? C'est l'écart astronomique entre Paul Biya et le second. Ce qui dérange en fait... Paul Biya 81%, Joshua aussi 7%. C'est ça qui dérange? Ce qui dérange en fait, c'est que Innovative Solution serait un institut très proche du candidat sortant. Et là, je parle en tant que journaliste parce que des investigations ont été menées et les résultats de ces investigations ont prouvé que Innovative Solution est détenu malheureusement par quelqu'un qui serait parent à un ministre de la République qui est très intéressé par la question électorale de notre pays. Dites-le clairement, le petit frère du ministre de l'administration territoriale. Bien évidemment. Si je relève ce caractère subjectif qui dérange des hommes politiques comme M. Okol, mais en tant que journaliste et observateur de la scène politique du pays, je me rends compte que ce résultat, ce sondage reflète parfaitement l'équilibre des forces politiques sur le terrain. Parfaitement. Parfaitement. On donne M. Biya
en tête, suivi de M. Kamto, de Joshorchi, voilà, de Joshorchi, après M. Kamto, Akeri Mouna, et suit le candidat de M. Okol, Libye. Oui. Quand je prends le Kabia, quand même, j'aimerais bien me référer au dernier sénatorial. C'est le RDPC qui est sorti gagnant. Même s'il y a une partie électorale et une autre partie nominative, c'est encore le RDPC qui est sorti gagnant et le SDF en seconde position. Mais on observe indirect. Quand même, oui, on observe quand même, même si c'est un suffrage indirect. Le suffrage indirect est issu d'un suffrage direct à la base, oui. Quel qu'en soit les cas. On observe néanmoins une percée des nouvelles forces politiques. Et le candidat que défend M. Okol se retrouve parmi le quintet gagnant. Oui. N'est-ce pas, M. Okol? Il y a même des sondages qui le mettent bien évidemment. Second. Et d'autres sondages mettent le candidat de M. Okol gagnant. Ouais. Donc je pense quand même que... Monsieur Kabalibi, bien évidemment. Je pense quand même que quand on prend grosso modo les sondages qui ont été rendus publics jusqu'aujourd'hui, ça reflète parfaitement l'équilibre des forces politiques aujourd'hui en vigueur sur le terrain. Je crois qu'il y a eu 5 sondages qui ont été rendus publics. Ça peut avoir un impact sur le 7 octobre Et là, vous me posez une question piège. Vous me posez une question piège. Parce que certains disent qu'il s'agit d'une manipulation. Oui. Et d'autres disaient que, heureusement, c'est l'équilibre des forces en présence sur le terrain. Manipulation, je ne pense pas. Les sondages dans les sphères politiques qui sont habituées à ce type d'informations, en période préélectorale, on parle d'intention de vote. Oui. En période électorale et jusqu'à la fin de la campagne, on parle de vote ferme. Et là, on est en période préélectorale et tous ces sondages qui ont été rendus publics sont des intentions de vote qui peuvent être renversées en période de campagne. Oui. Donc, ce n'est pas du tout ferme. Qu'on présente le candidat Biya comme gagnant, oui, ou alors le candidat Libye comme gagnant, ce n'est pas du tout ferme. C'est en période électorale, en campagne électorale, que chacun, lorsqu'il viendra faire valoir son projet de société, oui, que les votes seront consolidés, les intentions de vote seront consolidées. Et là, on pourra parler de sondage fermé. Mais en l'état actuel de la publication de cet sondage, je crois que il faut toute proportion garder. On est encore dans les intentions de vote. Et les publicités, les publications de sondages qui ont été rendus publics peuvent évoluer au fur et à mesure que la campagne va se dérouler. Okay. Écoutez, je serai très court. Je serai très court. D'abord, comparaison n'est pas raison. Ensuite, on ne peut pas comparer les choses qui ne se ressemblent pas. Certes, nous sommes dans les élections, mais je dis c'est tiré par les cheveux de partie des élections sénatoriales qui sont un scrutin indirect. Première des choses, les sénatoriales, c'est un scrutin à plusieurs circonscriptions électorales. L'élection présidentielle, c'est une circonscription électorale unique. Permettez que j'aille jusqu'au bout. S'il vous plaît. Je serai très court, je n'ai pas beaucoup de temps. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, l'élection sénatoriale est une élection dont le corps électoral est composé, selon la loi, des conseillers municipaux et des conseillers régionaux. Il n'y a pas de conseillers régionaux en l'état actuel des choses. Et le RDPC à lui seul compte à peu près 93% des éléments constitutifs du corps électoral. Mais bon, quelle est la magie? Non, mais écoutez, je n'ai pas terminé, mais laissez-moi parler. Dans le cas d'espèce, nous avons, dans le cas de l'élection présidentielle, une élection qui est totalement ouverte. J'ai envie de vous rappeler qu'il y a des consignes de vote pour les conseillers municipaux qui appartiennent à une formation politique. Or, dans le cas d'espèce, il s'agit des citoyens et que chaque citoyen est libre d'accomplir son devoir de vote sans suivre forcément les consignes qui sont données. La deuxième des choses que je voudrais dire très rapidement, c'est le candidat du Parti Univers Cabral Libye ne va pas faire de la figuration à cette élection, ne va pas chercher la place de deuxième ou de leader de l'opposition. Il va à cette élection pour être président de la République. Ça, j'allais te convenir qu'il y a quand même certains de vos invités qui sont assez disciplinés. Je n'ai pas envie, ce n'est pas de mon devoir de le faire. Je ne vous ai pas interrompu, c'est difficile de ne pas avoir la parole et de chuchoter à côté. C'est une règle de bienséance. On n'a pas besoin d'être à l'école pour le savoir. J'indique donc, sur la base de ces éléments, que les sondages, nous en tenons compte. C'est un instrument qui rentre dans la vie politique. Mais ça ne nous ébranle nullement.
Nous avons des objectifs, nous les poursuivons et au moment où je parle, dans la République entière, nos coordinations sont à pied d'œuvre pour l'organisation des meetings et pour préparer sereinement cette élection. Oui, rapidement, Honorable. Oui, très rapidement pour dire que pour moi, la proximité, si elle est réelle entre l'Institut et fait le dernier sondage. Et le gouvernement du Cameroun, pour moi, c'est une information mineure. Parce que ce qui est important, c'est la validité et la fiabilité des instruments utilisés. D'accord? Et deuxièmement, je pense qu'on ne devrait pas être surpris de ces résultats parce que même l'opposition a souvent révélé la fragilité de ces candidats qui sont allés dans tous les sens. Oui. À chaque débat, les militants de l'opposition ont décrié le fait que l'opposition ne se donne pas véritablement des chances en présentant 8 candidats. Bon, c'est vrai qu'il y en a là-dedans qui sont bons, qui peuvent se démarquer, mais qu'on le veuille ou non, Cabral Liby, qui a la cible essentiellement jeune, va la partager. Attendez-moi termine. Voilà, vous faites exactement la même chose que vous décriez. Vous voyez, hein, c'est difficile d'être discipliné. Donc, je disais que Cabral Liby, qui a essentiellement une cible jeune, va quand même la partager avec Joshua aussi, avec l'OJRDPC. Avec Matomba, avec, comment il s'appelle l'autre Franklin Difo. Là, vraiment, c'est un pêcheur. Vous ne le connaissez pas? Le pasteur. Si, je le connais, mais je veux dire que lui, il a encore une cible encore plus spéciale. Oui. Parce qu'il va certainement pêcher dans la communauté spirituelle. C'est encore plus compliqué. Oui. Mais c'est pour dire que qu'on le veuille ou non, que Cabral soit quand même reconnu. Moi, je lui reconnais cette qualité d'avoir eu le courage d'oser et le courage de vendre quelque chose que la jeunesse a entendu. Hein? Mais, à regarder froidement, cet électorat va être fractionné entre plusieurs candidats. Donc, si on dit que le président Biya part favori, ça ne devrait étonner personne. Si on est froid. Voilà. Bon, maintenant, le miracle peut avoir lieu. Le prophète s'appelle Franklin Difo. Voilà, le Franklin Difo peut devenir président le 7 octobre par le Saint-Esprit, par exemple. Mais soyons froids, soyons des gens raisonnables. Quand on analyse l'environnement sociopolitique de notre pays, ça serait difficile que ce sondage soit si décalé que ça. Ok, je reste avec vous, honorable Marlise Doualabel. Oui. Votre président Paul Biya, il lance sa campagne demain aussi, comme les autres. Alors, on va le voir quand sur le terrain. Laissez-nous vous faire découvrir en déroulant ce que vous attendez. Ça aura plus il commence où? Mais déjà demain, nous, dans le département du Vouri, nous lançons déjà l'appel des troupes. Toutes les troupes sont réunies demain pour j'allais dire des dernières instructions avant qu'on ne se lance dans la campagne sur le terrain. À mon col. Oui, attendez, je vais vous donner la parole. Laissez le modérateur faire ça. Vous êtes un parti politique, hein? Moi, je m'adresse aux militants. Une fois. Je parle de la campagne, je parle du lancement de la campagne, Monsieur Sémé. Je parle du lancement de la campagne. Monsieur Sémé, cher ami. Allez-y, à mon col. Sauf que maintenant tu as migré. Confrère, voilà, migré. Le candidat Cabral Liby. C'est fini l'épisode avec le sous-préfet. Oui, le candidat. Demain. La campagne commence demain. La campagne. Vous êtes à Douala dimanche. Est lancée demain vous êtes où? Sur l'ensemble des coordinations. Je rappelle que au moment où cette campagne est lancée, nous avons 304 coordinations nationales, 24 coordinations dans la diaspora. À partir je parle de coordination communale. 304 coordinations communales, nous avons 58 coordinations départementales. Dans tous les départements, nous avons 10 coordinations régionales. Donc, le lancement de la campagne, officiellement, c'est demain dans toutes les coordinations. Chaque coordination a son programme d'activité. Ça va se poursuivre durant les 15 jours de la campagne. L'itinéraire du candidat président, Cabral Liby, prend la route de Edea et lance, débute la campagne à 11h à Edea le dimanche, apothéose à 15h au stade de Sikam le dimanche 23. Et le lendemain,
lundi 24 à 9h en Konsamba, et le périple va se poursuivre à Bafang, à Tchan et sur l'ensemble du territoire national. Il faut rappeler que Cabral Libye va faire l'ensemble des 10 régions, non pas seulement dans les chefs-lieux de région, il ira également jusque dans certains villages. En 15 jours. En 15 jours. Ok, super. Ça a été pratiquement, on aura 2 ou 3 heures de nuit par jour. Okay. Il est question d'aller au contact des citoyens. Maurice Djongo, les candidats sont là. Qu'est-ce que vous attendez des candidats? Je voulais d'abord dire au col. Non, pas d'abord. Allez-y, allez-y. Ce qu'on attend des candidats, de prendre acte de ce sondage, d'actionner d'autres leviers. Je leur conseille, nous avons proposé, les enseignants ont 70%, ils courent le terrain à 100%, tellement comme le sous-préfet. Ils peuvent, si on les actionne, ils peuvent couvrir à 80% et peuvent accompagner n'importe quelle force de changement. Mardi, nous avons mis les experts APC qui vont travailler sur les 8 façons de faire la fraude. On appelle ça les GS1. Et on va les remettre gratuitement pour les permettre de mettre en confiance les électeurs qui pensent qu'il y aura la fraude électorale et ils ne vont pas venir voter. Ok. Georges Semen, journaliste, vous avez quelque chose pour les candidats? Ben écoutez, j'aimerais rester journaliste et ne pas verser dans l'intérêt politique. Je crois que les projets de société ont été présentés avant même le démarrage de la campagne et chacun a pu se faire une idée des propositions des challengers, des challengers aux candidats sortants. On a vu des projets tout à fait objectifs, on en a vu d'autres très surréalistes, il faut le dire en tant que ça, je le dis en tant que journaliste parce que surréaliste. Oui, tout à fait surréaliste. Je vais prendre un seul exemple. Et là, je ne défais pas le lit du candidat du SDF. Je ne défais pas le lit du candidat du SDF, mais je pense quand même que sur le volet SMIG, il y a beaucoup de choses à redire. Le SMIC aujourd'hui à moins de 50 000 francs, je crois. Et déjà, mais ils ont dit sur 5 ans. Oui, le propulsé d'abord à 160 000 francs. Il a dit sur 5 ans. Oui, écoutez-moi bien. Le propulsé d'abord à 160 000 francs. Je vous en prie. Et le terminer à 300 000 francs en 5 ans, je crois que c'est assez surréaliste. Et on aimerait, nous, les journalistes, que les électeurs qui iront voter le 7 octobre mettent un accent particulier sur des projets faisable. Et je crois quand même que M. Kamto, sur le même point du SMIC, a proposé un SMIC à 55 000 francs. C'est faisable. Même pas à 160 000 francs. Ça va provoquer un séisme au sein de la fonction publique et qui sera complètement immaîtrisable. Non seulement au sein de la fonction publique, mais également sur le plan économique. On va aboutir à une sorte d'inflation qu'on ne pourra pas maîtriser. Je ne fait pas une anti-campagne du candidat Oshi, mais j'ai comme l'impression que lorsqu'il développe ces théories, il fait pratiquement comme le candidat que défend Maryse Doualabel, qui a promis des choses et qui n'a pas réalisé. Alors que quand on veut remplacer un régime qui a une réussite mitigée, on doit proposer quand même des choses assez maîtrisables et réalisables. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du candidat d'Ama Okol, qui propose quand même des choses qu'on peut mettre sur pied dans un délai, dans un septennat. Donc, s'il faut dire un mot sur, en ce qui concerne les électeurs, il faut voter les projets qu'on peut mettre sur pied de façon aisée, afin que les Camerounais sortent quand même de l'ornière dans laquelle ils sont plongés depuis quelques années. Okay, merci. Vous serez au stade SICAM. Merci. Oui, je serai demain. Parce qu'il y a quelque chose qui est prévu demain et dimanche. Je peux dire quelque chose sur le candidat Libye. Sur ce SMIF, quand on parle de CS, quand on parle de CS du RDPC, qui pense baisser la pauvreté de 20%, si on calcule par rapport aux 500 € par jour, ça va dépasser les 160 000. Ce que le RDF ne fait pas, c'est qu'il ne boucle pas les projets. Il faut dire, parce que pour financer ce SMIC, il suffit. La mercuriale, c'est sur la mercuriale que les gars de l'ENAM nous volent. Il faut rabattre tous les prix de la mercuriale de 33%. Okay. Parce que quand tous les prix sont multipliés par 3 sur la mercuriale, minimum.
Vous rabattez de 33%, il peut financer... Ok, merci Maurice Diongo. Monsieur Sémé, vous avez dit quoi? Honorable. Résultat mitigé. Voilà. La campagne commence demain et on va... On a merci. Surtout présenter le bilan. Le bilan est plus que mitigé. Merci mesdames d'être venues. Merci Maurice Diongo. Merci Armand Cole. Merci Georges Sémé. C'est ici que prend fin Equinoxe Soir, rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Besse-les-Bottes. Nous sommes à l'est du Cameroun.